c'est Clean. Bienvenue dans la nouvelle émission. L'émission, votre émission, mon émission, notre émission. Roule avec Driver. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à tous. On va rouler ensemble, on va rider ensemble pendant 3 heures, un truc comme ça. Bien sûr, je ne suis pas venu seul, je suis avec mon pote Hubert. Comment tu vas? Mais ça va, moi toujours je roule avec Driver. Ah, bah, D'ailleurs, j'écoutais Ride With Me en arrivant de Nelly. Voilà, ça marche aussi. Bah ouais. Dans le coin, on a Double Z dans la maison. Yeah. Comment vas-tu? Ça va super. Voilà. Comme un dimanche soir. Exactement. On a Nolwenn à la technique. Ah, bon, on l'entend pas, Nolwenn, aujourd'hui. Technique. Non. En tout cas, elle est là. Il n'y a pas de problème, on te salue. Et cette émission va être une spéciale Bad Boy Entertainment, le fameux label de Monsieur Puff Daddy, P. Diddy, je sais pas comment on l'appelle encore. Hip-hop mogul. Papa Diddy Pop. Il disait, ça c'est dans... c'est Ben Stiller. Papa Diddy Pop. Un Bad Boy for Life. Et moi j'ai un pote qui l'appelle le Puff Papa. Il a décidé de traduire le dernier mot, le Puff Papa. Voilà. On va faire une émission spéciale sur ce label, bien sûr. C'est un label mythique, c'est un label énorme, c'est un label qui a sorti énormément de disques. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire tout ça en une seule émission. Donc on a quand même prévu 2 parties, 2 émissions. Donc aujourd'hui, on va partir sur la première partie. Puff Daddy et toute son extravagance. Justement, on va essayer de chercher à savoir d'où vient toute cette extravagance et cette façon d'être si sûr de lui. Puff Daddy. Sean Combs de son vrai nom. Exact. C'est un mec qui est né à Harlem, qui a grandi mais vraiment brièvement, pas si longtemps que ça à Harlem en fait. Mais pourquoi je dis pas si longtemps que ça, c'est parce que son père était ce qu'on appelle un hustler, un gangster, ce que vous voulez. Et la légende dit même qu'il travaillait pour Frank Lucas. American Gangster, le film pour ceux qui l'ont vu. À ce qui paraît, avant ça, son père était dans l'armée, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. L'un n'empêche pas l'autre, vu que Frank Lucas faisait venir de la drogue dans des cadavres qui revenaient du Vietnam. C'est peut-être comme ça que la connexion s'est faite, ouais, c'est vrai. Tout est possible. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, et son père s'est fait tuer parce que c'est souvent ce qui arrive quand on fait ce genre de métier entre guillemets, hein, c'est la prison ou la mort. S'est fait tuer très tôt et du coup avec sa mère ils sont partis vivre dans un autre quartier qui s'appelle Mount Vernon, qui est un quartier très calme, très pavillonnaire où ils rencontrent notamment des rappeurs comme Heavy D, Rest in Peace, des gens comme Pete Rock et CL Smooth et c'est vraiment un quartier où quand tu rappes, c'est cool. Tu vois, Heavy D, c'était très cool. Il parlait de meufs, il dansait et tout ça. Pete Rock et CL Smooth, c'était très cool aussi. Et voilà. Donc, du coup, sa vie, elle va changer, elle va prendre un autre tournant. Et ça va être les études. Et il se retrouve dans une université qui s'appelle Howard, qui est le Harvard des Noirs. Voilà, tout simplement. Voilà, donc... en gros, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui ramène des diplômes, mais quelqu'un qui a le sens de la fête, qui aime beaucoup faire la fête et qui organise beaucoup de soirées dans cette fac. Et il est connu pour ça. Donc, il avait déjà ce sens de l'entertainment, du business, parce que tout ça aussi, c'était des soirées payantes et tout ça. Ah oui. Voilà. Donc, il vient de ça. C'est pour ça que vous le voyez tout le temps danser comme ça. Il a toujours aimé ça. Il n'a pas appris à danser, en tout cas, avec toutes les soirées qu'il a organisées. Il a inventé un style de danse. Ouais. Moi, je valide sa danse. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Tout ça, en tout cas, lui, la musique, c'est très important. C'est très important pour lui. Donc, il veut vraiment rentrer dans le business de la musique et réussir à décrocher un stage dans une maison de disques très importante à l'époque dans le hip-hop et le R&B qui s'appelle Uptown. Et Uptown, pour ceux qui savent pas, c'est le label qui produisait Heavy D, qui produisait Guy, donc le premier groupe de Teddy Riley. Ouais. Avec Aaron Hall. Exactement, grand chanteur. Plus tard, donc Joe Desi, Mary J. Blige, énormément de monde. Et donc, il réussit à avoir un stage comme ça. Et Puffy, il a tellement faim, il veut tellement réussir là-dedans qu'il disait qu'il prenait le train sans payer pour être frais. Au bureau, il avait son costard qu'il mettait dans un sac, il se changeait dans les toilettes du train. Comme ça, il arrivait tout frais au bureau, alors qu'il venait de loin. Mount Vernon, c'est pas New York même, donc il y a une trotte quand même. C'est l'État, mais c'est pas la ville. Voilà, donc il disait non, c'était important d'être frais quand il arrive au bureau, donc il se changeait vraiment à la dernière minute. Ouais. C'était quelqu'un de très déterminé, hein. Comme tous les stagiaires,
Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, il a commencé tout en bas. Fais-moi le café, nettoie ceci, vraiment. Et il s'est accroché. Et c'est à ça qu'ils se sont dit, bon, ok, le petit, il tient le coup. Et allez, on va lui donner un peu plus de responsabilité. Et jusqu'à ce qu'on lui donne des artistes à travailler. Et là, il devient donc directeur artistique parce qu'il ramène une vision. Ouais. Notamment sur Mary J. Blige et Joe Desi, qui sont les premiers boulots qu'on lui donne. Et 2 gros boulots. Hein. Voilà. Et lui, il trouve que voilà, le R&B qui marche et qui fonctionne en ce moment, c'est Boyz II Men, où les mecs ont une image très lisse. Ils sont en costard. Parce qu'il faut rappeler que c'est début 90 quand il est chez Uptown. Voilà. Et il se dit, bon, c'est bien, ça marche, mais il faut l'antithèse. Il faut ramener quelque chose du R&B de rue, comme dirait notre confrère Matt. Donc voilà, il est fait s'habiller d'une certaine façon. Il met des Timberland, Joe Desi, des casquettes, tout ça. Mary J. Blige, elle arrive avec des t-shirts de baseball. Super thug, Mary J. Voilà, Blige. c'est ça. Et il dit que c'est cette vision-là qu'il faut amener. Même les mecs dans l'attitude, il faut qu'ils soient durs. Et c'est là que, et il va en faire une compile, mais c'est là qu'il dit qu'il invente les remixes, mais une nouvelle forme de remix. Il prend des instrus de rap et il fait chanter les chanteurs de R&B dessus, notamment Mary J. Blige et Joe Desi. Il les fait chanter carrément sur des instrus de rap. Et il dit, voilà, ça va ramener le R&B rue, le R&B thug, comme va le dire beaucoup plus tard R. Kelly. Mais en vérité, Puff Daddy, c'est peut-être l'inventeur de ça. C'est lui qui a ramené en tout cas les premières bribes de ça. Et directement, ça fonctionne. Et là, André Harrell, qui est le boss d'Uptown, le regarde d'une autre façon en disant, putain, ce petit, mais il est magnifique, ce petit. Parce qu'il faut dire aussi que du coup le premier album de Mary J. Blige, What's the 411, Exactement. a été une révélation, quelque chose qui n'existait pas encore dans le R&B, ce R&B comme tu l'as dit thug, et cette meuf qui arrive avec une attitude de mec. Tu vois, parce que Mary J. Blige c'est une Kaira. Clairement. Et elle est là en Kaira et elle chante et c'est quelque chose qui n'arrivait pas et c'est Puff Daddy, donc comme tu viens de le dire, qui a créé ça et le monde est choqué. T'as cité R. Kelly a été inspiré de ça. Bien sûr. Donc c'est pour dire à quel point Puff Daddy était visionnaire déjà rien qu'avec son premier boulot. Déjà, et c'est lui qui a installé le mot hip-hop soul. Il a dit Mary J. Blige, ce sera the queen of hip-hop soul. Parce qu'il voulait pas que ce soit juste R&B comme pourrait l'être Boyz II Men. Ouais. Il a mis hip-hop dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il a rendu le truc beaucoup plus dur. Et là, en plus, Mary J. Blige, comme tu viens de le dire, c'est une vraie Kaira. C'est quelqu'un en plus qui a eu des problèmes avec la drogue et l'alcoolisme. Ça veut dire que sa façon d'agir en dehors de la musique, c'était on comprend pourquoi il était comme ça. C'était très dur. T'as Joe Desi de l'autre côté, c'était la même chose. Alors, ils étaient remplis de frasques sur le côté, ils faisaient des trucs incroyables, ils se retrouvaient tout le temps en garde à vue, tout ça. Ils allaient dans un hôtel, ils cassaient tout comme des rockstars, tout ça. Pourtant, c'était des chanteurs de R&B, des gens t'écoutent les paroles, c'est des chansons d'amour. Mais ils avaient une attitude de rockstar ou une attitude de rappeur et c'est Puff Daddy, sans leur dire de tout casser dans les hôtels, mais c'est Puff Daddy qui a ramené ça quand même, tu vois. Et là, Uptown, le patron d'Uptown, André Harrell, il se dit que ce jeune directeur artistique qui est Puff Daddy mérite de monter en grade et il en fait son bras droit. Et à partir de ce moment-là, Puff Daddy commence à inarrêtable. Mais devenir de plus en plus arrogant. Il organisait des white parties comme s'il était déjà président ou quoi. Il faisait énormément de choses, mais lui il disait que c'était pour l'image du label aussi, tu vois. Il dit c'était important que le label il ait l'air d'avoir beaucoup de valeur. Il fallait qu'il fasse les plus grosses soirées de New York, il fallait tout ça. Après bien sûr ça coûtait cher, mais en tout cas il était en train de monter et les artistes l'appréciaient parce que bien sûr quand il y a des résultats ils disent putain tu m'as dit de faire ça comme ça et ça a marché, merci et tout. Et à un moment donné André Harrell il s'est senti menacé. Il s'est dit bon c'est ma boîte. Le petit, tout doucement, il est en train de prendre énormément de pouvoir auprès des artistes et à un moment... Il va lui dire au revoir. Voilà. Donc, en vérité, il l'a viré. Voilà. Parce qu'il le sentait venir, il voyait qu'il prenait trop de place. Et donc, la légende dit que quand il s'est fait virer, faut savoir que juste avant de se faire virer, il découvre un rappeur dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle The Notorious Biggie Small, comme vous voulez. Et il le signe chez Uptown en lui disant... Je vais te sortir ton album là. Entre-temps, il se fait virer. Donc, il doit annoncer à Biggie que c'est mort. Bon, Biggie, il retourne dans la rue faire ses affaires, tout ça, tout est triste. Mais Puff Daddy, la légende dit que Puff Daddy a déprimé pendant 1 semaine. Il rentre chez lui, Mount Vernon.
il décroche pas son téléphone, rien, il veut parler à personne, il reste chez lui dans le noir. Et au bout d'une semaine, il se dit allez, faut se relever et tout. Et le premier truc qu'il fait, c'est d'écouter son répondeur. Et il avait plusieurs offres. Des gens qui ont vu le boulot qu'il avait fait chez Uptown Records et se sont dit ok, faut que tu viennes chez nous. Et il aurait eu un rendez-vous avec Clive Davis de Arista BMG qui lui a dit voilà, je te pousse de 2 ou 3 millions, tu lances ton label ici, distribué par Arista BMG, moi j'ai confiance en toi. Et voilà. Il y avait pas eu aussi un contact avec L.A. Reid? Si, c'est pour ça que j'ai dit la légende. Ah, pardon, excuse-moi. Mais L.A. Reid a raconté une autre histoire dans son livre en disant que non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est que lui, L.A. Reid, il avait vu le potentiel de Puff Daddy, mais bon, il le laissait. Et c'est lui, Puff Daddy, qui aimait La Face, le label d'L.A. Reid, et qui a contacté L.A. Reid en disant je veux te voir, faut absolument que je travaille avec toi, faut absolument que je travaille pour toi, je suis plus chez Uptown. Il l'a reçu, ils se sont vus, et à la fin de l'entrevue, L.A. Reid, il a dit à Puff Daddy franchement, t'es un boss, t'es pas un mec qui doit travailler pour quelqu'un, t'es prêt. Je pourrais t'embaucher, mais t'as pas besoin de moi. Monte ton label. Moi, je connais quelqu'un, Clive Davis, Arista BMG, c'est lui qui distribue mon label La Face, je peux te brancher avec lui. Et apparemment, c'est ce qui s'est fait. Et Clive Davis de Arista BMG a été charmé, il a dit voilà, je bosse avec toi. Mais pour la légende, Puff Daddy a toujours dit que oui, il a écouté son répondeur, il avait plein de propositions. Mais c'est Puff Daddy, vous comprendrez le personnage pendant toute l'émission, vous comprendrez. Peu importe ce qu'il dit, moi je dis qu'il a raison. En tout cas, il signe chez Arista BMG pour une nouvelle aventure qui est Bad Boy Entertainment. Maintenant, on va continuer, parce que là, maintenant, dans la chronologie, Puff Daddy a monté son label Bad Boy, et qui dit label dit artiste. Juste un truc, est-ce que tu sais pourquoi Puff Daddy? Pas du tout. Maintenant, quand je traduis littéralement, Puff, c'est une latte de quand tu tires un joint. Ouais. Et Daddy, c'est papa. Alors, je me dis, c'est un papa qui fume des joints, peut-être, je sais pas. Non, mais... alors, selon la légende qui entoure cette personne qui est Sean Combs, Puff Daddy, c'est parce que lorsqu'il s'énerve, donc ça date de quand il était petit, il fait des... tu vois, et c'est des puffs, tu vois. Ok. Et alors, il doit le faire... Alors, c'est la légende, mais il devait le faire tellement de fois qu'ils ont dit, arrête avec tes puffs, Puff Daddy, là. Voilà. Tu sais comment ça parle les surnoms? Ouais, mais moi, je crois plus en ta version que la mienne parce qu'il a pas une tête de fumeur de joint. Non, il a grave pas une tête de fumeur. Mais on lui demandera quand il viendra dans la sauce. Ouais, ou dans Roule avec Driver. Ouais, tout est possible, vous le savez. Ouais. On bosse dur ici. Mais bon, on va parler donc de ces 2 premiers artistes parce qu'il en a signé 2 coup sur coup. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, il y a Notorious Big, mais avant ça, il y avait Craig Mack, que tout le monde a oublié aujourd'hui. Bah oui. Craig Mack avec son afro. Craig Mack, il signe Craig Mack et Notorious Big, et bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Puff Daddy a le sens de la formule. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée des petites boîtes de hamburgers qu'il appelle Big Mac. Big pour Notorious Big et Mac pour Craig Mack. Quel génie. Bien sûr, le Mac, cette fois-ci, c'est M-A-C-K. Ouais. Mais voilà, et la légende, encore une fois, il y a plein de légendes, dit que le premier chèque qu'il offre au Notorious Big était dans cette boîte. Ouais. Donc, on voit ça dans le film, ils sont en boîte de nuit, il dit j'ai quelque chose pour toi, et il lui donne une boîte de hamburgers à marquer Big Mac. Oui. Et il regarde, il dit c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule et tout. Il a dit regarde intérieur, ouvre. Et putain, c'est léger, il ouvre, ils vont un chèque, il était content et tout. Donc voilà. C'est le boss, Puff Daddy, putain, je l'admire. Puff Daddy, toujours le sens de la formule, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, Craig Mack, il faut savoir que aujourd'hui, Notorious Big est mort, on voit légendaire et tout ça, mais il faut savoir que quand il lance les 2 artistes, Craig Mack marche en premier. Ouais. Et ça, les gens ont oublié. Avec ce fameux morceau qu'on va écouter tout à l'heure, Flavor in Your Ear, il arrache tout. C'est le nouveau son de New York, c'est produit par Easy Moby. Et honnêtement, il est en train de changer toute la tendance parce que New York était un peu en train de se perdre. La West Coast avait pris le dessus avec Death Row. Largement. Tu vois, Dr. Dre, Snoop cartonnait. Et là, Puff Daddy s'est dit, bon, il est temps de remettre le rap de New York sur la carte. Et il a signé donc Notorious Big avec. Sur Notorious Big, il a quand même utilisé des techniques de Death Row. On l'entendait l'intro. Clairement, à Los Angeles, quand Ready to Die sort, qui passe à la radio à Los Angeles, tout le monde pense que c'est un mec de Los Angeles.
parce que c'est du gangsta rap en vrai, et il y a carrément des morceaux qui sonnent comme ça. À New York aussi, j'ai vu l'interview de Lord Jamar du groupe Brain Nubian, qui est un ancien, et lui pareil, il disait ouais, quand c'est sorti, nous on pensait que c'était un mec de la West Coast. Mais c'est normal parce qu'il est arrivé avec le premier extrait, c'était Juicy, il me semble. Ouais, Juicy. Et c'est quelque chose de trop up-tempo et trop funky, ouvert, déjà, funky pour New York. New York a cette empreinte très sombre dans les années 80-90 et qui n'est pas comme maintenant, où maintenant c'est très ouvert, mais c'était très sombre. Et t'arrives avec un son comme ça en reprenant M-Tune et on dit ouais, non, c'est impossible qu'un New-Yorkais ait fait ça. Ouais, puis même quand tu regardes les clips de Biggie, en tout cas du premier album, on voit la fête, on voit les gens en train de danser, lever les bras, piscine, et ça c'était Death Row, ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est malin, c'est ok, ça marche, je vais utiliser ça et je vais rajouter mon New York dessus, et ça a donné Notorious Big, Ready to Die, classique de chez classique, qui avec le temps, même très peu de temps, a fini par dépasser Craig Mack, parce que Craig Mack, finalement, l'album était pas réussi. Ça veut dire il avait 2-3 bons singles, mais qui se ressemblaient tous. Et la preuve, après Flavor in the Air, il envoie Get Down. Et après Get Down, il renvoie un remix de Flavor in the Air où ils invitent Notorious Big, Rampage, Busta Rhymes, LL Cool J qui fait un super couplet, tout ça. Donc, quand t'appuies comme ça sur le même morceau, tu reviens sur le même, c'est que finalement, ils ont écouté l'album, ils se sont dit putain, il n'y a rien d'autre. Et voilà. Mais en tout cas, les singles ont servi vraiment. Même en France, tout le monde rappait sur Craig Mack, sur l'instru Craig Mack en France. C'était la folie. Et alors donc toi aussi, tu l'as fait? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je dirais pas ici avec qui, quoi, comment, mais hors antenne, on en parlera. Ok. Mais voilà. Mais en tout cas, grand single. L'album a fonctionné quand même parce qu'il y avait toute une hype autour de ça. Et comme j'ai dit, Puff Daddy, c'est quelqu'un qui savait vraiment utiliser. Il utilisait ce qu'on appelle les street teams de street marketing. T'avais des gens dans les rues de New York qui marchaient avec des t-shirts Notorious Big ou des t-shirts Craig Mack ou des t-shirts Bad Boy, des camions qui passaient avec les logos. C'est-à-dire, tu sortais chez toi, tu les voyais, tu rentrais chez toi, tu les voyais à la télé ou tu entendais à la radio. C'était matraqué. Et vraiment, Bad Boy, ils ont su utiliser tout le street marketing. Donc, tout a marché, que ce soit Craig Mack, que ce soit Notorious Big, et tout était lancé. Mais par contre, Biggie, c'est devenu énorme tout de suite et il a pris New York avec lui et tout le monde le suivait. Les seuls à New York qui n'étaient pas très contents de tout ça, c'était Wu-Tang. Parce qu'ils se sont fait chipper leur place. Non, ils étaient là aussi, ils se battaient pour New York et ils se battaient très bien, hein, ça fonctionnait, ça marchait, mais en fait ils reprochaient, j'ai une vidéo comme ça en tête de Raekwon, ils reprochaient en fait le côté single pour la radio. Ouais, c'est parce que eux ils prenaient pas la musique de la même façon. Voilà, leur premier album il était brut, t'écoutes le truc, il y a rien pour la radio et ça a marché quand même. Alors que Biggie il était brut à la base et on voit ça aussi dans le film Notorious et c'est Puff Daddy qui vient lui expliquer que bon, maintenant faut faire, c'est bon, t'as fait ton album de Kaira, maintenant faut faire des morceaux pour la radio et c'est là qu'il leur amène le sample de M2Me, Juicy Fruit et il dit tu vas rapper sur ça et on voit c'est en studio, tout le monde rit, tous les potes ils disent tu vas pas rapper sur ça. Et il voulait pas et puis finalement Puff Daddy dit bon je dois partir, je reviens dans 1 heure ou 2, il faut vraiment que tu l'aies fait et finalement il l'a fait. Quand il est revenu, ça a donné ce que tout le monde a entendu et tout le monde a dit magnifique le morceau tout et c'était un morceau pour la radio en fait. On se rend compte quand même que c'est un visionnaire. Ah mais oui. Des années avant, il sait que c'est pas le morceau le plus rap qui va fonctionner. Exactement. Mais c'est le morceau qui est le plus radio. C'est le morceau le plus radio. C'est le morceau le plus funk, le plus dansant. Bien sûr. Et quand tu écoutes ce qui se fait aujourd'hui on est en plein en dedans. France ou aux US, mais quand tu écoutes le premier single ou le premier extrait d'un album, en général, c'est jamais un morceau rempli de punchline ou c'est pas un morceau de thug ou ghetto, c'est un morceau qui incite les gens à danser pour diverses raisons, pour avoir plus de streams, pour plein de trucs. Et après, quand t'as captivé la foule avec ce morceau-là, tu peux lancer des morceaux plus sombres. C'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Biggie. Ouais. Et ça a fonctionné. Encore une fois, c'est la preuve que Didi, c'est un visionnaire. Ah, bien sûr. Il avait déjà l'expérience. Bien sûr. Et pour la petite histoire, lui, Biggie,
il dit à Puff Daddy, ben, le premier single, ça sera Machine Gun Funk. Un morceau qu'on va jouer juste après. Et le morceau, il est fou. Dedans, il parle de frapper une meuf comme Ike Turner a frappé Tina. C'est pas possible. Des trucs anti-radio. Ouais, je te jure. Et Biggie, c'est là que tu vois qu'il vient du ghetto, il a aucune science du business. Il pense que ça peut passer à la radio. Et Puff Daddy dit, tes conneries. Voilà. Et ça sera Juicy, deuxième single, Big Papa. Ouais. On est toujours dans ce truc R&B, funk et tout ça. Troisième single, c'était One More Chance. La version de l'album était trop dure. Remix. Il prend un truc des deux barges. Allez hop, ça, on fait c'est nouveau Dream, refrain chanté. C'est Dream de Debarge, il me semble. Le truc. Possible, ouais. J'ai plus le titre en tête. Mais en tout cas, voilà. Puff Daddy, il a vraiment forcé Biggie à faire ces singles-là, les trois là. Il a dit, donne-moi ces trois morceaux. Et je t'emmène en haut. Je t'emmène tout en haut. C'est ça. Et finalement, Biggie lui a donné, il a pas regretté parce que ça a été un succès de fou. Quant à Craig Mack, le pauvre, dès son deuxième album, il s'est embrouillé avec Puffy, donc finalement, il allait faire son deuxième album ailleurs, qui a été un flop total, qui est encore moins bien que le premier album. Donc très mauvais. Pour ne pas dire nul. Ouais. Et ensuite, à un moment, on disait qu'il avait perdu la tête, et puis après, il s'est repris et il est rentré dans la religion, le christianisme. Et j'ai vu une vidéo où on le voit en train de rentrer en transe. Tu vois ces vidéos dans les églises où les gens truc. Il y a une vidéo qui est sortie comme ça où on voyait Craig Mack mais genre récemment dans les années 2000 voire 2010 tout ça. Et ouais, là il est vraiment dans le christianisme et tout. Bon, écoute, s'il est bien dedans, tant mieux, tu vois. Mais en tout cas, il est plus du tout dans l'industrie de la musique et voilà, bon. C'est pas le seul dans l'histoire de Bad Boy. Pour terminer avec les petites anecdotes, avant tout ça, il avait même signé chez Death Row. Est-ce qu'on vous l'expliquera après, mais Puff Daddy et Suge Knight, Death Row, Bad Boy, c'était la guerre comme tout le monde le sait. Ouais, et à un moment, le truc de Suge Knight, c'était de piquer les artistes de Puffy juste pour énerver Puffy. Il savait très bien qu'il allait rien vendre avec Craig Mack, mais il s'est dit je le prends juste pour l'énerver. C'est vraiment un fouteur de merde. Et Craig Mack, l'histoire elle est folle parce que à un moment donné, après toutes ces histoires avec Death Row, il re-signe chez Bad Boy. On l'entendra sur Special Delivery Remix de G-Dep, où il a un couplet et tout ça, mais finalement il sortira pas d'album. Je pense que Puffy s'est encore embrouillé avec lui, et peut-être qu'il avait envie de le punir pour tout ce qui était fait. Bref, Craig Mack, ça a mal tourné. Biggie pour d'autres raisons, mais en tout cas, Biggie rentre déjà dans la légende avec un album, déjà le premier album Ready to Die. Là, justement, on va continuer avec Biggie, mais on va pas parler de lui directement. On va parler de Faith Evans, qui était sa femme, qui était son épouse, c'était complètement fou ce qui s'est passé. Ouais. Comme ils disent là-bas, love at the first sight. L'amour au premier regard. Qu'est-ce que t'es poétique quand tu dis les choses. Alors moi, je suis subjugué. Non, c'est très important parce que c'est ce qui va amener aussi les erreurs derrière. Alors, je vais vous faire un petit état des lieux de leur relation. Alors, comment ça s'est passé? Tout simplement, il y avait une séance photo. On voit tout ça dans le film Notorious. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir, comme il y a des belles choses dedans. Et on voit qu'il y a une séance photo spéciale Bad Boy. Donc, Puff Daddy a ses artistes, Craig Mack, Notorious Big. Et il vient de signer aussi Faith Evans. Donc, il décide de faire une séance photo avec ses nouveaux artistes. Et en même temps, pour qu'ils se rencontrent. Et Biggie voit pour la première fois Faith Evans, il flash, mais il fait le dur, comme tous les mecs du ghetto, il fait genre, elle a pas flashé. Il regarde, tout ça. Après, quand il y a les premières photos qui sortent, il regarde un peu, il dit, fais voir tes photos. Ouais, ça va, t'es pas mal. Ouais. Il fait le malin, elle le regarde, genre, c'est qui ce gros qui se la raconte comme ça, bref. Sauf qu'à la fin, comme un vrai galérien, un vrai mec de cité que je suis, il a pas de voiture pour rentrer chez lui. Donc qu'est-ce qu'il fait quand elle va s'en aller? Il la suit. Il dit excuse-moi tu vas vers où et tout. Il dit je vais vers là. Il dit ouais moi je vais vers Brooklyn, tu peux me déposer? C'est pas vraiment sur mon chemin mais tu peux faire ça pour moi. Il dit ok. Après il commence un peu à parler avec elle et tout. Et là c'est plus que la légende parce qu'il paraît que c'est vrai, ça a été repris dans un dernier disque là. En fait, il lui demande si elle a toujours voulu être chanteuse, parce qu'elle n'a pas trop une tête de chanteuse. Il dit qu'elle a une tête d'ange et tout. Elle dit c'est mignon. Il dit non mais en fait moi tout ce que j'ai toujours voulu faire c'est du beatbox. Et lui il la regarde. Toi tu fais du beatbox Il dit je suis surpris parce que ça je sais pas. Et je déchire en beatbox. Et là Biggie lui dit ok, tu vas faire un beatbox et moi je vais rapper.
Ils sont dans la rue, il dit ok, elle fait le beatbox, Biggie rappe dessus et il termine son couplet qu'il a totalement improvisé en disant je suis là avec Madame Faith Evans Wallace. Oh, bien ouais. Lui, c'est Christopher Wallace, son vrai nom. En gros, là, ce jour-là, il a fait comprendre qu'il aimerait que ce soit sa femme. Faut que ce soit sa go. Et elle a fait... elle était très touchée. C'est dommage qu'il n'y a pas la vidéo parce que ton rire à la Faith Evans, c'était extraordinaire. Il a marqué des points tout de suite. C'est mon gars. Un mec sans voiture qui attrape une femme comme ça. Moi, non, je suis obligé de lui donner des points. C'est mon gars. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Biggie, t'es mon gars à vie. Donc voilà, il a réussi comme ça, il l'a touché et ils se sont revus et au bout d'un mois, il a dit je veux t'épouser. Elle a dit mais t'es sérieux? On se connaît depuis un mois, même moins. Non, mais je veux t'épouser quand même. Je sens que c'est toi, t'es ma femme et tout. Ok. Et ils sont partis se marier sans prévenir personne et tout. À un moment, il fallait quand même prévenir Puff Daddy. Après, il dit à Puff Daddy, au fait, entre deux trucs sur des morceaux de studio, au fait, je suis marié avec Faith Evans. L'autre, il dit, ouais, alors le morceau, il dit, non, mais je suis marié avec elle. Je fous de ma gueule. Non, je suis sérieux. Mais vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes trop jeune. Et voilà. Bon. C'est surtout, il avait peur que ça foute la merde chez Bad Boy. C'est ce qui s'est un peu passé. C'est ce qui s'est passé, mais comme Puff Daddy, comme je l'ai dit, a toujours le sens de la formule et il est toujours en train de réfléchir, les visionnaires. Il a commencé à avoir des problèmes parce que Biggie, jeune, successful, commençait à avoir plein de groupies et commençait à tromper Faith Evans. Faith était énervé. Il faut savoir que Faith est une Kaira aussi. On dit Mary J. Blige, mais Faith aussi. Ouais. Ça veut dire que Faith, dès qu'elle grillait que son mari était peut-être avec une autre fille, elle s'arrangeait pour avoir l'adresse et elle déboulait et elle frappait la fille en question. Mais vraiment, et elle se barrait. Et elle a même frappé Lil Kim un jour. Ouais. Donc Faith, c'était vraiment quelqu'un qui cassait les gueules, qui était très énervé. À un moment, ils se retrouvent tous en studio. En fait, entre Biggie et Faith Evans, c'est électrique. Parce que voilà, elle sait que Biggie le trompe. Biggie, il n'arrive même pas à nier parce qu'il se retrouve, il se fait griller tout nu dans une chambre d'hôtel avec une meuf tout nue. Il dit non, c'est pas ce que tu crois. Donc Faith, elle casse d'abord la gueule à la meuf et voilà. Ouais. Donc il y a une énorme tension dans le studio. On sent que les deux ne s'entendent pas. Et Puff Daddy se dit magnifique. Et il dit à Faith, faut savoir que c'est une chanteuse de R&B qui écrit ses propres textes. Ouais. C'est rare ça, donc faut le préciser. Dans le R&B, c'est rare. En général, ils se font écrire. Ouais. Donc, Puff, il dit, je vois que tu souffres. Sers-toi de ta souffrance. Ouais. Écris une chanson sur ta souffrance. Et ça donne You Used to Love Me, qu'on va écouter juste après. Qui est le premier morceau d'ailleurs. Le premier single de l'album de Faith. Et qui parle de Biggie. En gros, il explique que, ouais, je me rappelle des jours où tu avais cette façon de m'aimer, où tout était magique. Et ça a changé, t'as changé, t'es plus comme ça. En fait, elle lui parle directement. Ouais. Et Puffy s'arrange pour que Biggie reste dans le studio. Et quand elle chantait, elle regardait Biggie. Ouais. Biggie, il est gêné. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tout. Puffy disait, s'il te plaît, reste là. Juste pour avoir les vraies émotions. Du coup, la chanson, elle est réelle, tu vois. Et quand la chanson se termine, Puffy se dit, j'ai ton hit, j'ai ton premier single et tout. Et la chanson, elle arrache tout. Ouais. C'est le premier single et c'est aussi le premier morceau de l'album, en fait. Donc, c'est vraiment fait. Ils ont tout arraché avec ce single-là. Et le truc qui est fou, c'est que derrière, tout l'album est triste. Ouais. Et Faith Evans est vue comme une chanteuse triste. Ouais, parce que sur tout l'album, en fait, elle décrit son amour et ce qui se passe avec Biggie. Voilà, c'est que de la tristesse. Et puis, c'est quelqu'un qui était pas très à l'aise devant les caméras à l'époque. Ouais. D'ailleurs, elle le dira elle-même dans son livre que j'ai lu, bien sûr. Et elle disait que quand il y a le clip de Biggie One More Chance, avec tous les invités qu'il y a, à un moment, elle lit le script du clip et elle voit qu'il est au lit avec une fille. Elle lui dit, toi, ça suffit maintenant. Tu vas arrêter tes conneries. Il n'y aura pas de fille sur ce lit. Et il lui dit, mais Faith, c'est le script, il doit avoir une fille, Il dit, ah, tu veux vraiment qu'il y ait une fille? Ça sera moi, la fille. Ok. Bah, vas-y, si tu veux, viens. Faith, elle est venue, mais sauf qu'elle dit, elle arrive, elle voit toutes les caméras, elle a impressionné, elle n'avait pas l'habitude de tout ça. Donc, si vous revoyez le clip de One More Chance, regardez bien Faith Evans dans le lit, elle est toute droite. On dirait un robot. C'est pas un humain. Elle est toute droite, elle sait pas où regarder, elle sait pas quoi faire. Et moi, ça m'avait choqué à l'époque et je me disais, et quand j'ai lu dans le livre, j'ai compris. Elle disait, non, en fait, elle était impressionnée et elle regrettait. Finalement, ils auraient dû mettre une autre meuf qui avait l'habitude. Parce que là, voilà, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, il y avait toute cette tristesse autour de ça. Mais cette tristesse-là a vendu énormément de disques. Ouais. Puff Daddy était producteur, très content. Et encore une fois, Puff Daddy
Génial visionnaire. comme idée, ouais. Ça veut dire Biggie meurt, il y a tous ces trucs autour des meurtres de Tupac et Biggie, tout ça. Et il se dit, bon, il faut qu'on change d'ambiance sur Faith Evans. En plus, il y avait toute cette rumeur comme quoi elle aurait couché avec Tupac et tout ça, alors elle était encore avec Biggie. Donc c'était vraiment très très dur. Et il se dit, il faut changer tout ça. Tu vas devenir Faith Evans souriante. Ouais. Et là, quand même, quand on voit la tristesse de ces clips, on se dit, c'est pas possible, il va pas réussir à le faire. Sur l'album juste après, on rappelle. L'album juste après. Sur le deuxième album. Et il fait le morceau Love Like This, que tout le monde connaît. C'est Keep It Face, hein, le nom de l'album. Exactement. Et tout le monde connaît au moins la version avec Fat Man Scoop. Évidemment. Voilà. Qui a popularisé la chanson à son paroxysme. Voilà, Jamel Debbouze aussi l'a popularisé. Mais en tout cas, voilà. On voit Face en train de danser, en train de sourire et tout. Et on se dit, non, ça va pas marcher. Et ça marche. Ouais. Et Puff Daddy sert à tout ça. Il est visionnaire. Il sent que s'il fait un deuxième album triste, les gens ils vont en avoir marre d'elle. Mais de là aller à l'extrême, c'est compliqué. Non, lui il dit on y va. Et c'est Puff Daddy. Il a jamais peur de rien, Puff. Donc voilà, Faith Evans, ça a fonctionné. Et alors, elle sortira 3 albums chez Bad Boy. Il y a l'album Le dernier, c'est Faithfully. Ouais, qui est mon album préféré de Faith. Il faut savoir que Faith Evans, c'est ma chanteuse de R&B préférée. Moi, c'est First Lady, mon album préféré. Moi, c'est vraiment Faithfully. Et il y a des grands morceaux dedans. Malheureusement, on va arriver à un moment un peu tragique. C'est la mort de Biggie. Ah. Voilà, c'est un grand changement dans le label parce que c'est la star, c'est la légende, c'est déjà le roi de New York, on l'appelle déjà comme ça à ce moment-là, et il meurt bien sûr en faisant ce double album qui est Life After Death. Donc faut savoir que voilà, quand Biggie meurt, toute la East Coast est en deuil, et pas que, parce qu'il avait des fans dans tous les États-Unis, voire même dans le monde. Et ça change beaucoup de choses parce qu'il y a eu le meurtre de Tupac avant, donc le but c'est aussi dans le rap, c'est d'un peu de ralentir aussi les choses. Parce que c'est 6 mois d'intervalle, hein, les deux. Déjà ça, et puis tu vois, les mecs de la East Coast, ils osent plus aller en promo sur la West Coast. Les mecs de la West Coast, ils osent plus aller en promo sur la East Coast. Il y a une petite anecdote comme ça où il y avait un concert à New York où il y avait Wu-Tang qui était là. Je sais qu'il y avait Consequence, parce que c'est lui qui raconte l'anecdote. Et il y avait Bone Thugs and Harmony qui était booké. Ouais. Bone Thugs and Harmony qui sont de Cleveland, Ohio. Ouais. Donc le Midwest, ça n'a rien à voir avec la West Coast. Comme ils étaient signés chez Ruthless, le label d'Eazy, et qui avait des consonances West Coast, quand ils arrivent, Ghostface Killah, il s'énerve. Il dit, mais comment vous osez venir? Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est Wishbone de Bone Thugs and Harmony qui comprend pas. Il dit, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? On est booké, on vient. Comment vous, les mecs de la West Coast, vous allez venir après ce qui s'est passé pour Biggie, tout ça? Il dit, mais nous, on n'est pas de la West Coast. Et en fait, Ghostface Killah, il jette une bouteille sur Wish qu'il esquive, et Wish, il saute sur Ghostface Killah. Après, une bagarre générale qui se fait et tout. Après, finalement, la sécurité sépare tout le monde. Et c'est ça l'histoire marrante du truc, c'est que finalement, donc, Ghostface part avec des gens à lui, ils s'en vont. Et quand ils reviennent, d'après les dires de Consequence, ils reviennent habillés en ninja. Des tenues de ninja. Il dit, j'ai pas compris. Franchement, c'est grave possible. Et c'est là que Consequence, il dit, donc leur truc de Wu-Tang, des Shaolin, de tout ça, c'est pour de vrai, ils sont vraiment là-dedans. Mais bon, il y avait plus personne et tout, mais les mecs, ils reviennent, ils sont habillés en ninja. Ils sont complètement ouf, ces mecs-là. Donc voilà. Mais tout ça, c'est pour dire que voilà, il faut apaiser les choses. Et Puffy, il a toujours, même si derrière, il n'était pas toujours comme ça, mais en vitrine en tout cas, il a toujours été pour l'apaisement, toujours en train d'essayer de calmer les choses et tout. Donc, bref, l'album Life After Death sort. Il a le temps, Notorious Big, il a le temps de faire que le premier clip, qui est Hypnotize, où on le voit sourire pour la première fois. Ouais. Avec une super chemise Versace incroyable. Et voilà, il est sur le bateau, il est en train de danser avec Puffy. Tu vois, ils essaient d'amener quand même de la bonne humeur et tout. Et même le soir où il se fait tuer, en fait, il va à Los Angeles pour des remises de prix. Et il y a beaucoup de gens qui disent à Biggie de pas aller là-bas parce que justement, trop dangereux. Il y a beaucoup d'ennemis. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent que le meurtre de Tupac est lié à cette guerre East Coast West Coast. Donc les gens ils se disent on va le venger. Donc il reçoit beaucoup de coups de fil anonymes où on le menace de mort. Donc il y a beaucoup de gens, dont sa mère, qui lui disent ne va pas là-bas et tout. Et c'est Puffy qui dit non, nous, c'est du business, t'as des fans là-bas, il faut que t'y ailles et tout, machin. Et lui dit ouais, c'est vrai, on ne devrait pas
ne pas calculer nos fans de la West Coast, nos fans de Los Angeles, sous prétexte qu'il y a des histoires. Et ils se retrouvent à aller là-bas. Bon, après, tous les points de vue se défendent. Mais moi, personnellement, j'aurais été son ami, j'aurais dit n'y va pas. Ah, j'aurais dû aussi. Après, c'est facile de parler aujourd'hui parce qu'il est mort et tout. Ça se trouve, il serait pas fait tuer, on aurait dit. Mais même si c'était pas fait tirer dessus, moi, j'aurais dit n'y va pas. C'était trop tendu à l'époque. Donc voilà, ils essaient de ramener ça et de ramener cette bonne humeur. Et c'est vrai que le soir où il se fait tuer dans la boîte de nuit, il joue pour la première fois Hypnotize, il donne le morceau au DJ, le DJ le joue 5-10 fois et tout, et à chaque fois les gens ils dansent, ils s'éclatent, ils étaient heureux, tout se passait bien en fait. Il s'apprêtait à passer à un autre niveau. Tu vois, tout à l'heure on parlait de l'album Ready to Die où Biggie il est complètement ghetto en fait, il a pas la science du business de la musique, donc le mec il voulait mettre Machine Gun Funk, là grâce au travail de Puffy, il a tout compris. Il fait Sky is the Limit avec 112 sans que Puffy lui demande. Ouais. Il le fait de lui-même et il ramène à Puffy, regarde ce que j'ai fait. Et Puffy dit, waouh, ça y est, t'as compris le truc. Tu vois, des morceaux comme Mo Money, Mo Problem, tout ça, ça y est. Biggie, il avait compris. Fucking You Tonight. Ouais, ça c'était un peu plus dur à défendre, mais très grand morceau. Bah oui. Mais voilà, Biggie, il avait compris comment ça marchait, la musique pour les radios et la musique pour la rue. Ouais. Et voilà. Donc, superbe double album. Ouais. Qui fonctionne énormément, mais malheureusement, il aura pu défendre un tout petit peu que le premier single. Après tout le reste, vous voyez le clip de Mo Money, Mo Problems, il est pas dedans. Le clip de Sky is the Limit, c'est vraiment bien joué. Ils ont pris que des enfants pour jouer Biggie, Face, Lil Kim, Busta Rhymes, Puff Daddy, tout ça, c'était mignon. Et voilà, ils promotionnent l'album de Notorious Big sans qu'il soit là. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé aussi à Tupac avec Machiavelli. Ouais. Donc voilà. On est vraiment en train de vivre un tournant, mais cet album-là est légendaire aussi. Biggie, en 2 albums de son vivant, on parle de lui comme le meilleur de tous les temps. C'est ça, c'est en ce que 2 je veux albums. dire, ouais. C'est fou. C'est complètement dingue. Donc on va quand même... Parce que ça fait... Ouais. Alors... C'est sûr que Biggie avait une plume, une façon de rapper et aussi un charisme, c'est très important. C'est pas à toi que je vais le dire, mais c'est très important pour les rappeurs. Il avait tout ça réuni et c'est vrai que on pouvait. Alors moi, malheureusement, j'étais trop jeune, donc je l'ai vraiment écouté après sa mort. Mais tu pouvais ressentir que ce mec-là, t'avais l'impression quand il dit Sky is the limit, t'as l'impression que même en vrai, même le ciel, c'était pas sa limite, qu'il pouvait tout faire parce que avec les conseils de Puff Daddy, il avait complètement compris le business. Ouais. Il avait vraiment compris, parce que même son écriture a changé par rapport au premier album. Elle est toujours technique, mais elle est plus épurée et elle est plus accessible à tout le monde. Surtout sur les singles. Surtout sur les singles. Il savait. Ouais. Et donc avec tout ça, tu dis putain, ce mec, il a fait 2 albums, donc il y a une marge de progression qui est énorme. Et il était parti pour durer. Comme aucun rappeur, tu vois, ça aurait pu faire une carrière à la Jay-Z ou plus, tu vois. Clairement. Donc même peut-être plus fort. Donc c'est vrai que c'est dommage quand t'es malheureusement tiré. Ouais, et pour la légende, d'ailleurs on va écouter le morceau après. Il a un morceau qui s'appelle You're Nobody Till Somebody's Kill You. Tu n'es personne tant qu'on ne t'a pas tué. Bon, l'album s'appelle Life After Death, la vie après la mort. Et ce qui est fort, c'est que le premier album c'était Ready to Die, donc le mec il a un corbillard quand même sur la pochette du 2e album. Ouais, c'est ça. Comme s'il sentait ce qui allait lui arriver. Et t'es visionnaire. Et ce morceau, non mais on va l'écouter de toute façon. Mais il dit des trucs de fou dedans. Il y a un morceau où il dit j'aime tellement l'argent que je pourrais t'en donner. Juste pour avoir le plaisir de te braquer et le reprendre. You're nobody till somebody's kill you. Magnifique. Roule avec Driver, spécial Bad Boy. On vient de parler de la mort de Biggie, donc on ne peut pas nier qu'à ce moment-là, il n'y a plus de stars. Ah, c'est vrai. Dans le rap, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Puffy? Il signe un nouvel artiste qui s'appelle Maze. Mais surtout, il se met lui en avant. Parce que avant que Biggie meure, le dernier boulot sur lequel Biggie était, c'était l'album de Puff Daddy, No Way Out. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que Puffy n'écrit pas ses textes, donc Biggie a dû en écrire, avec d'autres gens aussi qui ont dû en écrire. Et Biggie a rappé dessus. Parce que Puff n'était pas rappeur, il faut bien préciser. Non. Et c'est Biggie qui l'a engrainé en disant t'as une belle voix, quand tu fais juste des ad-libs, tout ça, t'as un style, tout ça, machin, tu devrais rapper. Il a commencé à faire un couplet par-ci, un couplet par-là. Et puis à un moment, il s'est dit, ah, ça y est, je me lance sur un album.
Ce mec est devenu la plus grande star du label. Il était même pas rappeur. C'est devenu la plus grosse star du label après Biggie. C'est-à-dire, Biggie n'est plus là, c'était lui. Mais ce qui était bien, c'est qu'il perd pas le nord. Il se dit pas, je suis Puff Daddy. Il s'est dit, je vais en profiter pour lancer mes nouveaux artistes, notamment, à ce moment-là, Maze. Ouais. Et le premier single qu'il envoie, c'est un morceau qui s'appelle Can't Nobody Hold Me Down avec Maze justement. Et là, on voit une alchimie incroyable. Ouais. Tout le monde se moque des pas de danse. Enfin, tout le monde. Il y en a qui aiment bien comme moi des pas de danse de Puffy. Moi, sachez que on sait d'où viennent ces pas de danse. Maze. Et Maze, il a un autre niveau de danse. Ah, il est magnifique. Moi, ce mec-là, quand il est arrivé, c'était incroyable. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ceux qui ont vu Kickboxer et qui ont vu comment Jean-Claude Van Damme danse dans Kickboxer, mais c'est un peu ça. Vous êtes mauvais. Si, c'est grave ça. Je suis pas d'accord. Puffy et Maze, pour moi, c'est calculé. C'est les meilleurs danseurs. C'est magnifique, je suis d'accord avec toi, moi. C'est calculé, alors que Jean-Claude Van Damme, il fait ce qu'il peut. Tu vois. Tu regardes Maze dans le clip Feel So Good. Ouais. La chorégraphie qu'il envoie. Il est magnifique. Mais Chris Brown, il est jaloux. C'est bien, tu forces pas du tout. Voilà, de toute façon, on va parler de Maze juste après. Mais en tout cas, voilà, Puffy, c'est ça. Et là, il est au top de l'opulence au niveau des budgets. Ça veut dire, là, on va faire des clips, les gars. Ça va être n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rappelez du clip de Victory. Si, bien sûr. Avec Busta Rhymes qui fait son refrain, qui crie, il est en mode chauve-souris, on dirait Batman au haut d'un bâtiment. Ça, tu regardes le clip, ils ont mis des millions et des millions. Le clip que j'adore, où il y a Jennifer Lopez, il y a Quincy Jones, comment il s'appelle ce morceau avec Maze, la reprise de David Bowie, Rest in Peace. C'est pas All Over Been Around the World. Been Around the World, ouais. Grand clip magnifique où c'est un agent secret et à la fin il danse même la salsa à la rumba avec Jennifer Lopez. Ah ça t'a touché ça. Ouais, mais c'est le début de leur relation, tu vois, aussi, c'est très important l'amour. Tu vois, on parlait de Face et Biggie. Moi je suis d'accord, tu prêches un convaincu. Puffy et Jennifer Lopez, c'était quelque chose de beau, j'aimais beaucoup leur couple moi. Moi aussi j'aimais vraiment beaucoup. Voilà, et non, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, comme vous savez que j'aime beaucoup raconter des anecdotes, je vais vous raconter un peu une anecdote autour de ce couple entre Puff Daddy et Jennifer Lopez. Et ça, c'est les bruits de couloir de New York, des sources sûres de New York. Vous savez que Driver traîne toujours dans les couloirs, donc il entend les bruits de couloir. Il faut savoir que Puffy et Jennifer Lopez, c'est un faux couple au début. Ah. Jennifer Lopez était actrice, connue en tant que danseuse à New York, mais actrice, et elle voulait faire de la musique en tant que chanteuse. Elle avait un manager, qu'elle a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Benny Medina, si je ne me trompe pas, et qui à cette époque-là manageait aussi Puffy. D'accord. Donc en gros, il a dit à Puffy, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez un couple pour lui donner de la crédibilité, parce que toi, avec Bad Boy et Biggie, tout ce que tu as fait, tout le monde te prend au sérieux dans la musique. Si toi, tu te mets à côté d'elle, elle va devenir crédible, on va vendre plein de disques. Et ça, c'est des choses qui se font énormément aux États-Unis, tu vois, ils sont vraiment sur l'argent, le business. Donc tout est parti de ça, mais ils sont vraiment tombés amoureux à force. Mais à la base, c'était faux. C'était la petite anecdote. Et je me demande si c'était pour elle le « Go ahead, mommy, breathe again ». Il y a des rumeurs, c'est comme I'm Real. Ouais. D'après les dires de Irv Gotti de Murder Inc., c'était pour Puff Daddy. Ah, ce qui paraît. Elle a nié, mais lui, il a dit si, c'était pour elle. Elle lui en a voulu d'ailleurs. Bon, après, Irv Gotti, il a mis ça avec la formule, cette bitch. Tu vois. Donc, bien sûr, elle lui en a voulu. Toute la délicatesse de chez Murder Inc. Voilà, donc... Non, mais en tout cas, voilà, ça arrive souvent. Et bon, tout ça, en tout cas, il y a toute cette aura de on met beaucoup d'argent dans les clips, on est bad boy, on fait des clips à plusieurs millions. Et pareil, moi, en voyageant à New York, en parlant avec des gens de l'industrie, ils m'expliquaient que contrairement à la France où nous, on a, quand tu fais du rap, par exemple, il y a une radio, bien avant l'ère d'Internet, hein, il y avait une radio nationale, par exemple. Tu cherchais à passer dans les radios nationales, ok? T'as ton single, tu passes à la radio, t'es joué dans toute la France, ok? Ouais. Eux, aux États-Unis, tellement le pays est grand, il n'y a aucune radio. Oui. Je parle avant Internet. Hein, c'est local. Aucune radio qui émettait sur tout le pays. Ouais. Donc c'était local. Et le seul moyen d'être sur tout le pays, c'était d'être sur MTV. Parce qu'MTV, c'était vraiment... Voilà, c'était dans tout le pays. Tu passais sur MTV, tu étais dans tout le pays. Donc l'équivalent de nos radios nationales, eux, c'était la télé. Ouais. Donc du coup, tout le monde envoyait des clips.
Et MTV pouvait pas jouer tout. Et ce qu'il disait, c'est on jouera les meilleurs clips. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des surenchères des clips, surenchères au niveau des budgets. Je me rappelle de ce clip de Busta Rhymes avec Janet Jackson. Ça avait fait tout un foin parce que c'était le clip le plus cher à l'époque et tout. Et tout ça, c'était pour rentrer sur MTV, en fait. Et Puff Daddy, il a compris ça. Donc lui, il a envoyé que du gros clip. Que du gros clip. Budget. Après, il rentabilisait parce que naturellement, MTV, il matraquait et toutes les autres télés aussi. Et voilà, donc là, on est complètement là-dedans. Et il y a vraiment des gros morceaux. It's All About Benjamin's Baby. Et il y a des gros morceaux sur cet album. Non, mais Been Around the World, c'est énorme. Señorita, c'est un morceau qui est extraordinaire. Il y a des morceaux avec Jay-Z dedans. Et il y a Foxy Brown. Il y a Twista et Gene Wine. C'est un morceau qui est juste magnifique aussi. Is This the End? Non, gros album et qui a marché de fou. Et Puffy, qui perd jamais le nord, même pendant la mort, il a son premier single en vérité, c'est I'll Be Missing You. Le morceau pour Notorious Big, la mort de Notorious Big, où il rend hommage. Voilà, il fait ce morceau et ce morceau c'est un raz-de-marée, c'est un sample de Sting, Police derrière, que tout le monde connaît. Donc le morceau, il fait le tour du monde et en vérité, il devient une superstar grâce à ce morceau. Et beaucoup de gens diront ouais mais il danse, c'est un morceau triste, il danse dedans. C'est Puffy, c'est-à-dire il peut pas s'empêcher de faire du marketing. Même quand il rend hommage, il fait du marketing et tout ça. Et beaucoup de gens diront ouais il a pas écrit le texte. Ouais mais il rend quand même hommage à son artiste. Donc le morceau il est énorme, il fait un raz-de-marée et c'est vraiment le truc qu'il met en orbite. Et après tout le reste, il rentre tous les singles qu'il veut et ça devient même la pochette de l'album. On n'en parle pas assez de cette pochette d'album qui est très belle. Tu sais, ça fait très mafieux. Ils sont tous en concert en costard pardon, sur une espèce d'allée. On dirait une sorte de maison italienne avec des pins qui sont. Et c'est avec une image enfin on dirait qu'il y a un filtre sépia qui fait genre un peu image à l'ancienne. Exact. Et la pochette d'album est très très belle. J'avais juste envie de le dire parce que j'aime beaucoup. Puffy, il avait le sens de l'esthétique. Il a toujours tout ça, voilà. Il fait pas les pochettes de Master P. Même si j'adore Master P. Toi qui aimes Master P, j'adore, mais à un moment donné. Bon, voilà. Non, mais en tout cas, voilà. On va écouter des morceaux tirés de cet album. Là, c'est Puff Daddy en tant que rappeur. On va écouter 3 morceaux. Alors, le fameux morceau Can't Nobody Hold Me Down featuring Maze, c'est une reprise de Grandmaster Flash de Message. Et ils en ont fait quelque chose de super club, super dansant et surtout comment ils dansent dedans, c'est incroyable. Ils explosent une Bentley, normal, on pète tout l'oseille, allez, on y va. Selon Double Z, ils dansent mieux que Chris Brown. Enfin, c'est son avis. C'est un autre délire. C'est un autre délire. On va écouter aussi pour Monsieur Hubert dans la maison, Satisfy You. Mais quel morceau extraordinaire. Featuring R. Kelly. Et ça encore, c'est un truc qu'il faut bien préciser sur Puff Daddy. Puff Daddy, c'était je m'en fous, on va faire de l'argent. Tous les mecs samplaient des trucs des années 70, tout ça. Lui, cherchait même pas loin, 4-5 ans en arrière. Allez, Loonies, I Got Five on It, c'est parti. C'est sorti il y a 2 ans, on le reprend. R. Kelly, tu viens, tu chantes, tu fais un refrain, on est parti, single, clip, tout ça. Allez, il n'avait rien à foutre. Il a fait un remix de I'm Going Down de Mary J. Blige, il a pris un morceau de Biggie avec Method Man de Watt qu'il a sorti 1 an avant. Allez, Marie, tu vas chanter sur ça. Il en a rien à foutre. Il va pas te chercher super loin dans le temps. Maintenant, on va passer à un groupe qu'il a signé, d'après le livre de Faith Evans, qu'il a signé comme ça très rapidement. En fait, Faith Evans est en studio à Atlanta. Et il y a des mecs, un groupe de R&B, de 4 chanteurs qui ont su qu'elle était là-bas, qui se sont dit il faut à tout prix qu'on aille au studio pour chanter pour Faith Evans. On va essayer de bousculer notre destin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ce groupe-là, c'était 112. 112 arrive devant Faith, ils disent on a un groupe de R&B, on aimerait chanter devant toi, on adore ce que tu fais, et peut-être que... Ok, les mecs chantaient, ils ont chanté. Elle a pris son téléphone tout de suite en panique, elle a appelé Puff Daddy. Puff, il faut absolument que tu viennes, il y a des mecs qui sont trop forts, c'est un groupe de R&B, 4 mecs, c'est des tueurs, ils chantent super bien. Puffy, il a dit ouais, justement, j'étais en route pour le studio, j'arrive. Sauf que Puffy, il est arrivé avec un sac à dos, il y avait des contrats dedans. Allez, tiens, toi. C'est le meilleur. Il a écouté, ok, tout de suite signé là. Et voilà, c'était tout Puff Daddy qui savait que... Alors là, je m'adresse vraiment aux artistes. C'était dans le livre de Faith Evans ? Ouais, raconte ça. Moi, j'ai une autre version. Mais ne signez jamais un contrat comme ça directement. Vous allez le regretter. Allez voir un avocat, ça c'est mon conseil. Mais voilà, en tout cas, c'est Puff Daddy, lui, il joue un peu sur la faiblesse de l'artiste qui veut
sortir vraiment son réussir. disque, qui veut devenir une star. Tu vois le contrat, tu sautes dessus et tout. Donc lui, il était toujours prêt. Je connais quelqu'un en France qui était comme ça, je balancerai pas son nom. Mais voilà. Attends, si tu rigoles. Non. Ça se trouve, je peux trouver. Ça se trouve, je peux trouver facilement, mais de toute façon, tu le diras pas. Dirai pas si ouais, de c'est toute façon, beau. tu le diras pas. Bref. En tout cas, c'est comme ça C'est comme ça que, je ne sais pas, peut-être. Je ne dirai pas. C'est le Puff Daddy français. En tout cas, c'est comme ça que 112 a signé chez Bad Boy. Pour ça, 112, groupe de R&B. R&B, Uber. Bah évidemment. Voilà. Moi j'avais presque la même version que toi, puisque c'était avec Faith Evans, mais il y avait Puff Daddy et il y avait Usher aussi, parce que c'était le moment où c'est possible. Puff Daddy venait de finir de bosser avec Usher pour son premier album là, Usher, et donc du coup ils étaient revenus à Atlanta et eux se produisaient souvent dans un club qui s'appelait le 112. Et c'est pour ça donc ils ont pris. Si vous voulez voir ce club, il est dans le clip de Lil Jon, I Don't Give a Fuck. Magnifique, ça se passe dedans et j'adore ce club. Et donc voilà, ça m'étonne pas d'ailleurs. Non, c'est un club normal. Et donc en fait c'était dans le 112 où ils se produisaient, et donc ils sont venus les voir, ils ont signé, bon bref, donc du coup ils ont changé de nom parce qu'à la base ils s'appelaient pas 112, c'était Fortes ou Forte, je sais plus. Okay. Bon bref, donc 112 ont signé chez Puff Daddy, donc chez Bad Boy. On est 95, donc il faut bosser cet album, en sachant que là, les groupes R&B, il y en a plus énormément. Il y a New Edition qui sont cassés la gueule. Ouais, c'est terminé. Il y a comment il s'appelle Boyz II Men qui doivent réussir à passer de la New Jack au R&B post New Jack, parce qu'il faut voir que après 94, le R&B a complètement changé. Oui, bien sûr. Tu vois, il est devenu très slow tempo et tous ces up tempo New Jack, plus personne n'en veut. Donc, il faut voir si eux arrivent à passer la barre, et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Okay. Et en 96, du coup, il y a deux gros groupes qui arrivent, parce que 112 vont arriver avec leur premier album, mais en même temps, un peu plus loin, il y a Dru Hill qui arrive avec leur premier album. Tu vois. Donc 112 arrive avec c'est en 96, donc l'album c'est 112, tout simplement. Arrive, premier album, donc très très slow. La plupart des gens connaissent cet album parce qu'il y a un morceau qui a traverser les époques, c'est le Only You. Ah, mais là, Puffy, il a mis l'artillerie lourde. Surtout son remix. Et c'est ça, Puff Daddy. Il s'est dit, c'est mon nouveau groupe. Vous les connaissez pas, je mets Biggie direct dessus. Ouais. Mais Biggie, c'est que sur le remix. Parce que la version originale, la version originale, il y a que avec Biggie. Et après, ils ont rajouté Maze. Le remix, il y a Biggie et Maze. Ils ont rajouté Maze. Donc, ils arrivent avec un album très, très slow. Mais vraiment, c'est pas slow jam, c'est slow. Ah. C'est-à-dire, pour ceux qui ont grandi dans les années 90 et qu'ils avaient des après-midi dansants, ils savent ce que c'est qu'un slow. Tu vois? Driver, tu rigoles, donc ça veut dire que tu sais voilà. Tu danses collé, mais c'est pas sexuel, tu vois, tu danses collé, tu fais des bisous dans le cou. C'est romantique. C'est romantique, exactement. Et c'est un album comme ça. Et d'ailleurs, je détestais ces moments-là. Oh, moi j'adorais, moi. Moi j'adorais. Mais j'étais trop timide, moi. Ah ouais? On en parlera, t'en parleras dans ton livre de tout ça. Voilà. Driver et sa timidité envers les femmes, chose qui ne doit plus exister maintenant, à mon avis. Mais ça existe toujours. Mais la force de cet c'est pas un album que j'ai apprécié moi plus que ça. Peut-être parce qu'il est trop slow et qu'au final, je suis comme toi. Les sons, à part un que je vais citer juste après qui est extraordinaire, hormis Only You, les sons t'as l'impression d'écouter la même chose du début à la fin, et c'est limite, alors ça me fait mal de dire ça, mais c'est limite chiant quand tu l'écoutes. Je suis d'accord avec toi. Cet album je l'écoute jamais. Pareil. Mais par contre, l'album commence avec un morceau qui est extraordinaire qui s'appelle Now That We're Done, et c'est simple. Dans ce morceau, donc Slim, il est extraordinaire. Il dit tout simplement, écoute, là on vient de coucher ensemble, toi et moi. Mais j'ai tellement aimé le goût qu'a ta peau. J'ai tellement aimé parcourir tes courbes, visiter ton intérieur, ton antre de l'ange, comme dirait Passy, que là, maintenant, moi, tout ce que je veux, c'est recommencer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et si on recommençait? Donc, Now That We're Done, donc maintenant qu'on a fini, c'est Now That We're Done, what are you thinking? Oh, il a chanté. Tu sais, tu me connais, moi, dès que tu me lances dessus. Enfin, bref, ce morceau, il est tellement fort qu'en fait, à lui tout seul, il vaut l'album. Okay. Tu vois, et à lui tout seul, il a permis à l'album, enfin, avec Only You, évidemment, mais Only You, j'en parle même pas, tellement c'est extraordinaire. Et à ça, ils ont réussi déjà à se faire leur place dans le R&B, à montrer, bon, il y avait Puff Daddy derrière, faut savoir que les prods, c'est Tim and Bob, donc Tim and Bob dans le R&B, c'est vraiment très, très, très fort. Plus tard, quand il fera le morceau que tout le monde connaît pour Cisco Tong Song, et Bobby Valentino, et Bobby V, et pour Music Soul Child, enfin, ils ont travaillé pour tout le monde dans le R&B.
Au niveau de l'écriture, Mario Winans a déjà commencé à faire ses premières armes. Donc d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard que Puff Daddy avait un grand goût pour le R&B, donc il avait signé plein d'artistes. Donc voilà, il balance cet album-là, qui est pratiquement qui sort pas longtemps avant ou pas longtemps après, je sais plus exactement les dates, je suis désolé, par rapport à celui de Dru Hill, qui s'appelait Dru Hill aussi d'ailleurs. Et ils ont largement gagné face à Dru Hill. Donc ils ont lancé cet album-là, ça a fonctionné. Puff Daddy a dit ok, alors maintenant on va passer à l'étape supérieure pour le deuxième album, on va faire largement mieux. Donc ils arrivent pour 98. 98, faut savoir que le R&B a encore changé, donc c'est 2 ans après. Le R&B a encore changé, ce côté très slow, c'est terminé. On veut du R&B up-tempo. Le truc change. Donc on est en 98, et là, 112 ont un truc à prouver. Je pense que Driver, tu pourras mieux en parler que moi, c'est le fait de sortir d'un album qui a fonctionné et passer le cap du deuxième album, donc confirmer, être au minimum aussi bon, c'est très compliqué. Et puis il faut savoir qu'entre 96 et 97, entre 96 et 98, pardon, donc 98 quand ils sortent leur deuxième album 112, qui est Room 112, et qui est ton album préféré, Driver, je le sais. En 97, il y a des choses qui ont changé. Il y a un nouveau groupe R&B qui est arrivé, Jagged Edge, avec c'est Jagged Era, et le tube I Gotta Be. Il y a Boyz II Men qui ont réussi leur virage, et même plus que réussi, leur virage R&B avec l'album Evolution qui, grand album. Grand album devant l'éternel. On rappelle que Driver est sur cet album. Oui, monsieur. Mais pour le coup, qui est vraiment un album extraordinaire. Et il y a une certaine pression du coup pour Puff Daddy et pour 112. Mais bon, Puff Daddy sous la pression, c'est pas grave. Parce que quand il a la pression, il sort des morceaux comme Anywhere ou comme Love You Like I Did, qui sont des morceaux très up-tempo et qui montrent que t'as un 112 en album, 2 albums, paf, et réussissent à te renouveler direct et à être dans la tendance. Et même à faire la tendance, parce qu'ils vont réussir à faire ce début de slow jam, donc changer de slow à slow jam avec un morceau comme Crazy Over You, où Slim part dans des voix de soprano à l'extrême, et il faut faire attention à pas écouter ce morceau trop fort parce que ça pourrait briser les vitres de votre appartement ou de votre maison, mais très très fort. Et le morceau le plus fort de cet album de 112, c'est un morceau qui, je pense, qui a dû toucher tout le monde, parce que c'est un titre qui n'a jamais été fait. Tu sais, les chansons d'amour, tout a été un peu dit, ou c'est juste on a changé quelques mots, mais au final le sujet reste le même. Là, dans Your Letter, ils sont en train de chanter que ils trouvent une lettre par terre, une lettre, donc ils sont chez eux et c'est leur meuf qui a laissé la lettre, tu vois. Donc là, Slim prend la lettre, il la lit, il dit ouah, je vois, j'ai jamais pensé que tu m'aimais aussi fort que ça et tout. Donc en fait, il récite tout ce qu'il y a dans la lettre, et lui, il croit que c'est pour lui. Et à la fin de la lettre, on se rend compte que ça, en fait, c'est une lettre qu'elle allait envoyer à un autre homme. Sacré scénario. Tu vois, Your Letter, c'est un morceau extraordinaire. Moi, je l'écoute en boucle. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais bon, donc, ils arrivent avec un nouveau truc et ça marche. Et ça marche vraiment, parce que cet album, Room 112, pour beaucoup de personnes, c'est leur meilleur album. Pour beaucoup de critiques, c'est leur meilleur album. Faudra leur demander, mais je pense que même pour eux, ils ont un certain amour pour cet album, parce qu'en phase 2, Dru, il avait sorti leur deuxième album, Hunter de Dru, avec le hit How Deep Is Your Love, tu vois, qui a été un raz-de-marée. Grand morceau. Et surtout, leurs 2 albums sont sortis le même jour. C'est pas vrai? Si, ils sont sortis tous les 2 le même jour en octobre. Donc ils ont été mis directement en affrontement, et sincèrement, il n'y a pas eu de vainqueur. Que ce soit en termes de vente ou en termes... ça a été un truc de ouf, et ça a été très très fort. Moi, c'est pas mon album préféré, parce que mon album préféré de 112, c'est celui juste après. C'est celui, quand on vous demande un morceau de 112 que vous connaissez, on va pas se mentir, c'est sur cet album. Oui, c'est clair. C'est sur l'album Part 3, donc qui est sorti en 2001. Et là encore, 2001, à chaque fois que 112 sort un nouvel album, le R&B change. 2001, donc cette arrivée 2000, c'est arrivé du R&B, bon, beaucoup plus up-tempo que celui de 98, mais surtout, il faut des singles pour danser. C'est clair. C'est quelque chose qui n'y avait pas forcément encore dans le R&B, c'était très récurrent dans le rap, c'était pas encore présent dans le R&B. Et il faut savoir que là, fin 99, début 2000, le R&B, c'est la musique qui vend le plus aux États-Unis. C'est numéro 1, c'est-à-dire que quand un album R&B va sortir, s'il y a des rappeurs, les rappeurs sont là pour faire un couplet, pas plus, parce que sinon ils vont prendre de la place sur les vraies stars que sont les artistes R&B. Donc on est en 2001,
gros moyens pour cet album, puisque ça commence avec de gros morceaux. Donc tout le monde connaît Dance With Me, tout le monde connaît It's Over Now, tout le monde connaît Peaches and Cream. Ouais. Et ça, c'est les 3 premiers morceaux de l'album. Ouais. Donc on peut penser que, j'en avais déjà parlé en plus dans l'émission, que après l'album va redescendre, mais en fait l'album est tellement bien fait, il y a tellement de choses. Il y a un fil conducteur où Biggie est présent, il est omniprésent dans cet album, que ce soit dans l'intro, dans le morceau Dance With Me, que ce soit dans le morceau avec Twista, où à un moment donné, Twista il rappe rapidement, tout d'un coup il s'arrête et t'entends la voix de Biggie et pam, Twista il repart. C'est extraordinaire. Moi cet album il me donne tellement d'émotions. Il y a un slow jam extraordinaire qui s'appelle Sweet Love, où ils parlent de faire l'amour avec leur copine, mais c'est super bien fait. Et puis surtout, là Driver, je te vois, je sais ce que tu vas dire à mon avis, mais il y a une chanson qui a été écrite par R. Kelly. What You Gonna Do. Il est toujours dans les bons coups, le Kells. Tu vois. Et c'est le meilleur album pour moi de 112 largement. Et surtout, c'est le dernier album chez Bad Boys. Ouais. C'est le dernier album chez Bad Boys parce que juste après, l'album c'est Hot and Wet. Ce sera chez Bad Boys et chez Dev Soul. Chez Bad Boys parce que c'est encore en édition, je crois que c'est ça. Non, c'est qu'ils n'avaient pas totalement libéré. Ils n'avaient pas totalement libéré. C'était de la coproduction, on appelle ça. Mais Puff Daddy s'en est pas vraiment occupé. Il y a producteur exécutif, mais il s'en est pas vraiment occupé. Et en fait, on s'en rend compte, c'est que même Def Jam, parce que Dev Soul c'est la partie R&B de Def Jam, c'est qu'ils ont laissé 112 se débrouiller eux-mêmes. Ils ont dit ok, vous voulez faire un album, vous voulez quelqu'un, un directeur artistique. Non, nous on va le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Part 3, beaucoup de gens ont encensé Mike. D'habitude, c'est Slim qui est encensé. Et à juste titre d'ailleurs, que Slim est encensé à chaque fois. Et là, en l'occurrence, sur Part 3, à juste titre, Mike a été encensé parce qu'il a sorti des notes incroyables. Il y a un solo I Surrendered qui est extraordinaire. Donc Dev Soul, ils se sont dit, on va mettre un peu plus Mike en avant sur cet album. L'album, c'est Hot and Wet. On va le mettre un peu plus en avant. Parce que, écoute, Slim, faut que tu partages un peu les trucs et tout. Slim a dit, ok, on va le faire. Ils le font. L'album, alors dire que c'est mauvais, je dirais pas que l'album est mauvais. Mais l'album, c'est pas le 112 qu'on veut. Le premier single, Nanana, qui est une espèce de morceau dancehall, un peu raté. Moi, j'irais complètement raté, mais on peut dire juste un peu raté, ou on a l'impression qu'ils font du Jagged Edge. Parce qu'ils sont habillés complètement à la Jagged Edge, un groupe d'Atlanta aussi. Mais il n'y a plus cette unité qu'il y avait à la base dans 112. Donc les gens n'ont pas trop calculé. Et même le morceau Hot and Wet, qui est le morceau éponyme de l'album. Et tu pouvais attendre... J'ai pas kiffé ce morceau. Moi. Mais c'est nul. Je suis désolé. Alors même Ludacris, il est mauvais. Alors que normalement, Ludacris, en featuring, il te froisse ça. Mais tu fais un morceau qui s'appelle Hot and Wet. L'album s'appelle Hot and Wet. On sait très bien ce qu'il veut dire par Hot and Wet. On sait très bien de quoi il veut parler. Mais le morceau, c'est pas ça. Ils t'ont fait un morceau up-tempo. Il était sec. Et ouais, c'est ça. Le morceau, c'était sec and cold. Voilà. Tu vois, il y a rien dedans. Tu vois, donc c'est très mauvais. C'est sorti en 2003. Il faut savoir que juste avant, il y a Jagged Edge qui a sorti A Little Drill avec le morceau Where the Party At, qui a été un tube incroyable. Et en fait, il y a eu une passation de pouvoir à ce moment-là. C'est vrai. Jagged Edge a pris le dessus. 112 s'est complètement craché avec cet album qui... C'était le premier album où ils n'ont pas eu minimum or. Et le public n'a plus trop suivi derrière. Il y a eu, juste pour finir la story, il y a eu le dernier album de 112 qui est Pleasure and Pain en 2005, où là, ils ont remonté la barre. Parce qu'ils ont appelé Jermaine Dupri, Antonio L. Reid, Mario Winans et Brian Michael Cox. Bref, que des faiseurs de miracles. L'album est remonté. C'est un très très bon album avec Can't Let This Go, You Already Know. Enfin, il y a de très très gros morceaux. Donc, ils ont réussi à se remettre dans le game du R&B, mais ça a été leur dernier album ensemble jusqu'à maintenant, parce qu'apparemment un va sortir bientôt. Ils ont répété la date là. Oui, ils ont répété. Oui, parce qu'on était au concert, ils ont répété la date. C'est le truc d'ailleurs qu'ils ont le plus répété dans ce concert. Mais bon, bref, 112 a été un groupe qui a autant marqué Bad Boy que le R&B. On ne peut pas en parler on peut pas parler d'R&B sans parler de 112. Et ça montre aussi à quel point Puff Daddy était génial et bon aussi en directeur artistique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il les a laissés, c'était mauvais. Ça a changé. Ouais. Non, mais Puff Daddy,
voilà, c'est pour ça que j'ai voulu commencer l'émission par parler de ce qu'il faisait chez Uptown Records. Ouais. C'est un vrai directeur artistique, c'est vraiment quelqu'un qui touche à l'artistique. On lui reprochait souvent quand on voyait les crédits marqués produits par Puff Daddy et quelqu'un d'autre. Tout le monde disait ouais mais il touche pas les machines, il sait pas jouer d'un instrument. Non, il amène une vision. Il amène une vision. Je te jure que si tu l'enlèves lui, tu laisses que le musicien dessus, c'est plus pareil. C'est mauvais. Après 112, faut voir qu'aussi ils ont été utilisés dans plein de refrains avec plein d'artistes, alors que ce soit chez Bad Boy ou pas chez Bad Boy, et même avec des mecs un peu plus sombres qui pourraient être totalement à l'écart. Ouais, je crois que tu vois de quel titre je veux parler, Driver. Rest in peace for DJ. Ah voilà, à l'écart de ce que faisait Bad Boy et de ce que faisait 112. C'est ce morceau avec Mobb Deep. Merci. C'est Hey Love. Ouais. Moi je comprends pas pourquoi tout le monde a craché sur Mobb Deep, parce qu'ils ont fait un truc un peu de lover, mais je trouve que ce morceau est très très fort. T'es pas prêt, hein, moi. C'est pas ce que j'attends de leur part, on va dire. Hein. C'est vrai que c'est pas ce qu'on attend de Mobb Deep. Mais bref, 112 on réussit à se greffer un peu à droite à gauche, que ce soit avec Monica, que ce soit avec Maze, que ce soit avec plein d'artistes, et c'était le groupe avec qui il fallait faire un morceau, tu vois. Ouais. Leur refrain sur, on parlait tout à l'heure de I'll Be Missing You, ils font un refrain extraordinaire. Tu vois. Ça a été un groupe très important à l'unisson, et voilà, ils ont marqué le R&B. Et là maintenant, on va parler de ce rappeur, danseur, pasteur, souriant, l'homme que l'on appelle Maze, Mason Beta de son vrai nom. Donc il a coupé, il a dit Maze. Et c'est un mec d'Harlem qui rappait à la base en binôme avec Cameron. Ah, je savais pas ça. Il faisait du rap hardcore et du basketball toute la journée. Putain, il a changé. Il faut savoir que Maze s'appelait Murder Maze et Cameron Killer Cam. Donc, Cameron, il a gardé sa ligne directive, voilà, donc ça va. Sa ligne, mais Maze, il s'est devenu un danseur et tout, machin. Souriant et tout, mais à la base, il faisait du hardcore. Putain, voilà. incroyable. Et c'était des grands joueurs de basket dans le coin, à Harlem, là-bas. Donc, quand il signe chez Bad Boy, il a vraiment le temps de côtoyer Biggie sur ses derniers moments, en vrai, tu vois. Parce qu'il arrive en 96, fin 96 il arrive je crois. Il est sur Life After Death, sur le morceau More Money, More Problems. Malheureusement, Biggie n'est pas sur l'album de Maze, quand il sort, parce qu'il est déjà mort, mais voilà, il arrive quand même pendant la période de l'album de Puff Daddy, comme je l'ai dit tout à l'heure, Biggie est là quand ils font l'album de Puff Daddy. Donc il arrive à ce moment-là, c'est vraiment Puff Daddy se dit ça va être ma nouvelle star, et ce qui est bien, c'est qu'il a rien à voir avec Craig Mack, il a rien à voir avec Biggie. Il a une autre vision, il sent que ce mec-là, va être cool. En vrai, il a rien à voir avec les rappeurs. Ouais, non, avec les rappeurs du moment, rien. Il a quand même ce truc de player où il veut plaire aux filles, et il plaît aux filles, mais c'est pas LL Cool J, où LL Cool J il arrive direct en beau gosse musclé et vas-y, en se léchant les babines, et chante des chansons, je parle directement aux meufs. Lui, il va plus avoir ce côté nounours, un peu maladroit et tout ça, mais les filles elles vont l'adorer aussi. Et il a ses chansons pour les filles. Bon, Puffy, il sait très bien qu'il doit en avoir, sinon il n'y a pas de radio. Mais vraiment ce truc où il danse un peu comme un fou, il s'amuse, tout ça. De la musique pour les clubs, de la musique pour les filles, et tout se passe bien. Tu vois, c'est vraiment ça, la formule de Maze. C'est on va danser, on va pas se prendre la tête. C'est ça. On va parler aux filles, et s'il y a des filles, il y a des mecs. Parce que les mecs, ils peuvent pas vivre sans. Ah bah évidemment. Voilà. Donc c'était vraiment la formule et ça marchait. Il y a encore une fois, le R&B omniprésent, comme tu le disais tout à l'heure. Puff Daddy, on sent que Bad Boy, c'est peut-être plus un label de R&B, comme on le disait hors antenne, que de rap. Parce que même Biggie, au final, à la fin, il faisait des morceaux. Ah non, mais surtout à l'époque de Bad Boy, du première partie, en vrai, on va dire. Le R&B, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le genre qui vend le plus. Donc, quand tu rappes, faut en avoir. Ah, exactement. Tu vois, donc, lui, Puffy, il a un label, il y a des rappeurs, il y a des chanteurs de R&B, mélangez-vous. Allez. Et c'est ce qu'on fait Biggie et Face. Voilà, eux sont vraiment mélangés. Donc, voilà, Maze, c'est vraiment ça la formule. Alors, le premier album à Harlem World, je trouve que c'est une réussite totale. Ah, mais complètement. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Complètement. C'est-à-dire, même lui, qui finalement il a laissé son rap hardcore qu'il faisait avec Cameron pour faire un truc plus festif. Il a quand même DMX sur l'album, sur un morceau qui est énorme avec un clip qui s'appelle 24 Hours to Live. Le clip il est dingue avec The Lox.
Oui, The Lox. Parce que The Lox c'était chez Bad Boys. Hein, voilà, on en a pas parlé, mais voilà. Et voilà, il y a tout ce truc. Il y a un gros mélange. On a passé un morceau avec Jay-Z tout à l'heure. On peut trouver Jay-Z, on peut trouver une des premières prods connues de Neptune avec le morceau Looking at Me. Avec Puff Daddy aussi dessus. Qui est incroyable comme morceau. Ouais. Vraiment, l'album, c'est une réussite. Les singles, on va écouter les singles juste après. Feel So Good. Et le morceau Love You So qui est énorme aussi, j'adore. Ouais, avec Billy Lawrence, je me demande ce qu'elle est devenue. Je sais pas. Beaucoup. Et il y a ce morceau avec Total, un autre groupe signé chez Bad Boy, un groupe de R&B féminin, qui est What You Want, un morceau qui a traversé le temps aussi. Mais What You Want. Voilà. Popularisé aussi par Jamel Debbouze. Il a fait beaucoup de choses pour la musique américaine. Ouais. Il a passé notamment beaucoup MC Light, aussi, Rock Party. Remix de Puff Daddy, hein, ça c'est pas pour rien qu'on en parle. En tout cas, voilà, il y a énormément de bonnes choses sur cet album-là, et vraiment là, on se dit, voilà, Biggie il est mort, Puff Daddy, c'est vraiment la star du label, mais il y a Maze aussi, et Maze ça rappe plus que Puff Daddy, donc on se dit, ok, c'est cool. Mais au final, le deuxième album de Monsieur Maze est raté. Ah, absolument. Et moi, ça me choque en fait. Et quand il termine même pas la promo de cet album-là, il décide d'arrêter la musique. Il dit qu'il rentre dans la religion, le christianisme et tout. Il dit que Dieu l'a appelé et tout ça. Bon, les bruits de couloir, vous savez que Driver a fond bruit de couloir. Les bruits de couloir, c'est que Biggie venait de mourir et qu'il se disait si c'est pas Puff Daddy, c'est moi. Je vais être le prochain. Donc il a décidé de quitter le milieu de la musique pour ça. C'est pour ça. Après, il est rentré aussi dans la religion. Il est devenu pasteur. Bon, moi, je trouve qu'il est devenu un peu trop facilement. J'ai un peu de doute là-dessus. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Mais en tout cas, voilà, les bruits de couloir disent que, tu vois, comme je disais, ceux qui allaient sur la West Coast alors qu'ils étaient de la East Coast pendant le froid qu'il y avait, souvent ça se passait mal, et dans le sens inverse aussi. Et Maze, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait dépouiller à Los Angeles pendant cette période-là, donc il a plus jamais voulu revenir et tout. Et là, après, il y a le meurtre de Biggie, donc il s'est un peu écarté de tout ça. Mais bon, comme j'ai l'habitude de dire, la musique c'est dans le sang, donc des années et des années passent, on n'entend plus parler de lui, et il revient. Welcome Back, troisième album, qui était beaucoup plus sympathique que le deuxième, mais sans être magnifique aussi, sans être le premier tout simplement. Et puis on part pas tout ça de temps sans qu'on perde un peu de forme, hein. C'est comme le sport, sûr, si t'arrêtes longtemps, c'est foutu. T'es un peu rouillé. Mais il y avait des beaux morceaux dedans. Mais en tout cas, nous on va écouter 2 morceaux tirés du... Oui. Juste un dernier truc sur Maze pour faire comprendre à tout le monde à quel point Maze a été important. C'est qu'il n'y aurait pas eu Fabulous s'il n'y avait pas eu Maze, et je dirais même qu'il n'y aurait pas eu 50 Cent s'il n'y avait pas eu Maze. Bien sûr. Parce que ce côté rap chanté... et puis le flow paresseux, là, comme ça. Voilà. C'est lui qui arrive avec ça. À New York, New York, il n'y avait pas ça. Donc il faut rendre hommage à Maze pour ça. Donc voilà ça. On va écouter 2 morceaux tirés du premier album de Maze parce que c'est le meilleur. On va écouter Feel So Good et on va écouter le morceau avec Total qui est What You Want. C'est la fin de l'émission, mais avant de terminer, parce que comme d'habitude, je vous dis, on n'a jamais le temps de parler de tout, et Bad Boy, c'est énormément de gens, énormément d'artistes. J'aimerais qu'on fasse comme, qu'on survole comme ça, vol d'oiseau, un peu tout ce qui a pu se passer. On n'a pas parlé d'artistes R&B comme Carl Thomas. Carl Thomas, bien sûr. Voilà, qui est un chanteur de Chicago, qui est très fort, qui a ce titre, qui avait plusieurs hits. Alors, il y avait que Summer Rain qui a été très bon. Il y avait I Wish qui était très bon. C'est ça que je cherchais. Et surtout, il avait ce morceau magnifique avec Faith Evans où il chantait sur une prod de Dr. Dre, là, de Firm, là. Je sais plus. Voilà, franchement. Can't Believe, je crois, c'est Can't Believe. Mais il a vraiment de bons albums, et Carl Thomas, tu vois, il a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Ouais, le premier album avait bien fonctionné, mais c'était pas une star. Non. Mais le premier album avait marché, était platine et tout. Après, il y a des petits ratés. Au niveau du marketing de Puff Daddy, c'est Shine. Il a signé Shine en se disant, il a la même voix que Biggie, c'est le nouveau Biggie. Non, laisse Shine être Shine. Et son premier album, il y avait des trucs bien dedans. Il y avait le morceau Bad Boys avec Barrington Levy, il y avait la reprise de D.O.C., le morceau qui s'appelait That's Gangsta. Il y avait plein de bons morceaux. Mais ensuite, ça s'est mal terminé avec cette histoire de fusillade en boîte de nuit alors qu'il était avec Jennifer Lopez. Ça a même cassé son couple avec Jennifer Lopez. Apparemment, un mec a vu, avec toute l'extravagance de Puff Daddy, un mec qui s'est dit, je vais le mettre à l'amende aujourd'hui. Il a mis des billets, il a jeté des billets sur Puff Daddy. Puff Daddy l'a mal pris. Parce que c'est une insulte, hein. Clairement,
Ça veut dire t'as besoin d'argent, tiens, prends. C'est surtout t'es ma stripteaseuse, quoi. Ouais, aussi. Et voilà. Et Shine, qui est vraiment une Kaira, vraiment un gangster, lui, il rentre dans le club, il avait un flingue. Apparemment, il aurait tiré. Quand tu tires en l'air dans un club, il y a de grandes chances que ça fasse des ricochets sur le plafond et ça a touché des gens. Ça a fait toute une histoire. Puffy, le club a porté plainte contre Puffy. Des gens qui ont été touchés ont porté plainte contre Puffy. Puffy a failli aller en prison. Finalement, c'est Shine qui ça a tué sa carrière aussi. Jennifer Lopez s'est séparée de Puff Daddy. Elle a eu peur. La mère de Jennifer Lopez est rentrée dedans. Tu sors pas avec des mecs comme ça. Machin. Bref, elle est sortie avec Ben Affleck. C'était mieux que Marc Anthony. Non, Marc Anthony, non mais Mais il est plus petit qu'elle. C'est parce que tu sais pas qui c'est. Non, c'est vrai, je sais pas qui c'est. Mais il est plus petit qu'elle. Tu vois comment t'aimes Puff Daddy? Ouais. Dans la musique latine, c'est Marc Anthony, mec. Ah bon? Eh ouais. Eh bah tu sais quoi? C'est pas pour rien. Dès qu'elle le voit, on peut plus. Oui. Eh bah si c'est Puff Daddy dans la musique mexicaine, eh bah je le respecte. C'est pas mexicain, non. Oh là là là. C'est pas Porto Rico. Portoricain. Boricua, comme elle. Ah ouais. Et c'est un grand. C'est le meilleur. Tout simplement. Il est petit. Marc Anthony. Ouais, mais elle est pas si grande non plus. Bah, c'est pour dire à quel point il est petit. Tout va bien, tout va bien, mais c'est superstar ce mec. Voilà. Ouais. Bref, en tout cas, voilà, il y avait qui d'autre. Il a fait. Faut savoir que tous les groupes parce qu'il avait sa télé et son émission télé là, donc D26, il a signé Danny T. Kane, The Band, il a commencé par un groupe qui s'appelle The Band. Ouais. C'est quand il s'est lancé dans la télé-réalité, il montait des groupes un peu. Moi je regardais, j'aimais bien. Ouais, moi aussi, je regardais I Wanna Work for Diddy aussi où il cherchait son nouvel assistant. Ouais, je me rappelle. Bon, j'ai moins kiffé ça, mais en tout cas voilà, il a fait Loon. Il a fait G-Dep, dont on n'a pas parlé. Loon, il a bossé pour Loon. Hein. Ouais, il a bossé, ça a pas pris. Mais ça a pas pris, mais il a voulu en faire un Maze encore, tu vois. Ce flow paresseux, tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors que G-Dep, c'était plus Kaira et tout, mais bon, ils ont eu du mal, même s'il y a des gros singles comme Special Delivery ou Let's Get It. Il a ouvert Bad Boys House au moment où le Sud, ça a commencé à cartonner. Il s'est dit, ok, c'est là-bas que ça se passe. Lui, il voulait signer toutes les légendes. Il voulait signer UGK, il voulait signer Ghetto Boy, Scarface, tout ça. Ils ont dit, on a déjà des labels, laisse-nous tranquille. Finalement, il a quand même réussi à signer des légendes. C'était 8Ball et MJG qui sont des légendes dans le Tennessee, là-bas, Memphis. Il les a signés chez Bad Boy. Il a fait 2 albums, il a produit 2 albums pour eux sur Bad Boy. Il a signé un groupe qui s'appelle Boys in the Hood, qui dit peut-être rien à personne aujourd'hui, mais c'est le groupe de Young Jeezy. Young Jeezy était dedans. Et sauf que Young Jeezy, il avait un autre groupe après Young Jeezy. Non, sauf que CTE, mais ça c'est venu après, mais sauf qu'au même moment où il fait Boys in the Hood, il signe en solo chez Def Jam. Ah ouais, d'accord. Et chez Def Jam, c'est un carton total pour lui. Mais en tout cas, voilà, le groupe Boys in the Hood, c'est l'association entre Bad Boy et Block Entertainment. C'est un mec d'Atlanta qui s'appelle Block et qui avait des artistes à proposer, dont Boys in the Hood, dont il y avait un mec qui s'appelle Jody Breeze dedans. Et après Boys in the Hood, il a fait Young Joke. Avec le fameux tube It's Going Down, tout ça. C'est un album. C'est sur l'album New Joke City, là. Exactement. Ouais. L'album a fonctionné. Après, le deuxième, il n'a pas marché, mais ça arrive. Mais en tout cas, voilà. Il a pris Casey aussi, qui avait fait un bon premier album. Ouais, il a fait avec Ryan Leslie. Ouais. Là, il a toujours essayé, mais ça marchait de moins en moins. Ouais. Et jusqu'à French Montana, qui est un peu son dernier artiste avec, comment il s'appelle, Machine Gun Kelly. Il n'y a pas les résultats comme à l'époque, mais Puffy, c'est quelqu'un qui s'est étendu, qui a fait d'autres business, qui a de la vodka, qui a une chaîne de télé, qui fait des films, parce que Notorious, le film sur Biggie, il est dedans en tant que producteur aussi. Il est très bon acteur. Hein. Je sais pas si tu as vu le film Get Him to the Greek. Je l'ai vu dedans. Où il joue un patron de maison. Et à mon avis, il joue pas. Il est vraiment comme ça. Mais c'est à mourir de rire. Je l'adore. Dedans, il y a des acteurs que j'adore dedans, qui sont très marrants. Et voilà, en gros, il s'est étalé sur tellement d'autres business que chaque année, il est dans Forbes et il fait énormément d'argent. Il va tout droit vers le milliard, clairement. C'est clair. Et je parle d'argent, de dollars. Et malheureusement, pour la musique, ça marche de moins en moins. Donc, les artistes, n'ont pas les carrières de Biggie, Maze ou de toutes les personnes qu'il y avait au début. Mais en tout cas, on sent qu'il aime la musique, donc il continue de produire. Il n'a pas fermé Bad Boy alors qu'il aurait pu. Non, parce que je pense même lui, je pense qu'il ferait bien faire un autre album. Le dernier album, Last Train to Paris, il n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. Il a annoncé plusieurs fois un retour et à chaque fois, il y a eu le MMM qui est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant, la mixtape. Mais il est moins sur la musique, clairement. Je pense que ça l'intéresse moins. Ouais, il sait que ça rapporte moins d'argent et tout, mais
il aime ça. Donc il ferme pas le label. French Montana elle a sorti un album récemment. Puis il a produit pour Mary J. Blige il y a pas très très longtemps. Je crois que c'est sur London Session ou l'album juste après. Donc c'est son premier amour. Bah ouais. Donc Bad Boy c'est ça. C'est l'histoire d'un passionné qui a une vision, qui a un entourage et qui signe des artistes talentueux, certains plus que d'autres, mais dedans il y a des légendes, dont Notorious Big. Rien que pour ça, Puff Daddy dans la légende au Panthéon. Bad Boy Records, très grand label. Tu peux pas. Si le hip-hop ça s'arrête demain, si tu dois faire l'histoire du hip-hop, tu peux pas ne pas parler de Bad Boy. Ah, c'est clair. Voilà. Ne serait-ce au moins que pour Biggie, mais tu peux pas. Voilà. Et ça, c'est grâce à Puff Daddy, un jeune d'Harlem qui a eu une vision un jour et qui a montré à beaucoup de gens que tout était possible. C'est clair. Et c'est le rêve américain, Puff Daddy. C'est le rêve américain. Et son slogan, c'est tu ne peux pas nous arrêter. On te l'a déjà dit, tu nous arrêteras pas. C'est ça. Bad Boy. On n'a pas pu parler de tout le monde, mais il y a trop de choses. Donc voilà. On va s'écouter ces 2 morceaux de Mace dont je parlais. C'était donc Feel So Good et What You Want featuring Total. On se quitte sur ces 2 morceaux. C'était la première de Roule avec Driver. Merci Hubert. Oh mais c'était un vrai plaisir et un honneur en plus. Voilà, merci Nolwenn. De rien Driver, c'est toujours un plaisir. C'est cool, c'est clean. Moi je suis très content, très fier de commencer cette émission. J'espère qu'on va bien s'amuser et que je vais vous apprendre avec tous les chroniqueurs qui sont là. Plein de choses, plein de petites anecdotes à chaque fois. Donc c'était Roule avec Driver. Notez bien le rendez-vous, c'est tous les dimanches.